Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande maintient son objectif d'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin 2013. C'est une volonté, un objectif et je m'y tiendrai, a déclaré le président alors que le nombre de demandeurs d'emploi a poursuivi sa hausse en février avec 18 400 chômeurs de plus, soit au total 3 187 000 personnes sans activité. Le pic de 1997 n'est pas atteint. Maigre consolation et surtout immense défi pour le gouvernement qui appelle à la mobilisation générale. Analyse ce soir de Jean-Louis Gombault. Dénoncer le bilan du ministre de l'Intérieur, telle serait la consigne donnée par Jean-François Copé à ses troupes. Il faut démystifier Valls, très populaire à droite, propos très clairs du président de l'UMP, rapporté par le quotidien Le Monde ce soir, et messages reçus 5 sur 5 par les responsables de l'opposition qui tirent désormais à boulet rouge sur les résultats du ministre de l'Intérieur. Les détails dans le tour de l'info ce soir. Et cette question dans le 22h, justice et politique, un couple impossible? Eh bien nous prendrons un peu de recul ce soir par rapport aux brûlantes affaires politico-judiciaires pour analyser cette relation complexe et si particulière en France entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire. C'est le thème de notre grand débat du mardi soir avec à suivre le reportage de Fabrice Cunet tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La question du chômage écrase de nouveau tous les autres sujets et le gouvernement martèle que la lutte contre ce fléau est sa priorité numéro 1. Ce n'est pas nouveau. Depuis 30 ans, quels que soient les gouvernements, de droite ou de gauche, c'est la lutte principale. Georges Pompidou affirmait, je cite, « Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution ». François Mitterrand, fataliste, avait lancé contre le chômage. On a tout essayé. Jacques Chirac voulait indiquer le chômage de longue durée. Nicolas Sarkozy s'était engagé sur un objectif chiffré, jamais atteint. Et François Hollande a réitéré ce soir son objectif d'inversion de la courbe du chômage d'ici à fin 2013. En attendant, les chiffres sont têtus. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. La hausse du chômage se poursuit désormais depuis 22 mois. En février, 3 187 000 personnes étaient inscrites au Pôle emploi sans déclarer aucune activité. C'est 18 400 de plus que le mois précédent, soit une hausse de 0,6%. Un chiffre proche du record de 1997, mais qui ne le dépasse pas. Les chômeurs de longue durée, eux, n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 2 millions de personnes sont inscrites depuis plus d'un an. Devant les députés cet après-midi, le Premier ministre a appelé à la mobilisation générale. Le chômage augmente dans notre pays depuis juillet 2008. Et c'est vrai que c'est une situation inquiétante pour ceux qui la subissent. J'appelle à la mobilisation générale pour l'emploi. Première concernée, l'agence Pôle emploi qui, face à l'afflux de nouveaux chômeurs, embauche. Le gouvernement a annoncé cette semaine la création de 2000 CDI d'ici septembre. Le chômage sera évidemment au cœur de l'intervention de François Hollande jeudi sur France 2. Le président de la République qui maintient ce soir son objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Et à noter ce soir cette réaction du Fonds monétaire international sur les banques italiennes. Pour l'organisation internationale, le système bancaire en Italie a montré de remarquables signes de résistance, mais il reste sous la menace de la récession et d'une aggravation de la crise de la dette. Le FMI tire donc ce soir la sonnette d'alarme dans un pays, l'Italie, où le chômage frôle les 12%. Retour en France avec les attentes des anti-mariages pour tous après la mobilisation conséquente de dimanche. Ils sont nombreux à attendre l'examen du texte au Sénat. Ce sera à partir du 4 avril. Le vote s'annonce serré au Palais du Luxembourg et chaque voix comptera. Les socialistes doivent faire le plein de voix à gauche pour espérer arracher un vote positif. En tous les cas, pour les anti-mariages, le Sénat constitue un nouvel espoir. Alors qu'en pense la garde des Sceaux? On voit tout cela avec Marie Brémaud. Les milliers de manifestants contre le mariage pour tous attendaient une réponse de la part du gouvernement suite à leur démonstration de force dans la rue. Au Sénat ce matin, la garde des Sceaux est sortie de son silence. Je suis très attentive à toute expression, et notamment à l'expression démocratique. Je suis très attentive, mais l'expression démocratique, elle se trouve également dans nos institutions. Ça ne pèsera pas sur les débats au Sénat? Vous interrogez les sénateurs?
À écouter le rapporteur du texte au Sénat, la position de la majorité sur le mariage pour tous ne bougera pas. Moi, je n'ai jamais été impressionné par les manifestations, quelles qu'elles soient, et quelque nombre qu'elles comportent. Ce n'est pas la rue qui fait la loi. Le Parlement fait la loi. Au Sénat, sur ce texte polémique, la majorité reste étroite. Mais la gauche devrait pouvoir compter sur quelques voix à droite et au centre. Et à ceux qui reprochent au gouvernement de délaisser le social au profit des sujets de société, la ministre déléguée à la famille n'hésite pas à faire référence aux figures historiques et politiques du passé. Il ne s'agit pas d'opposer les lois sociales et les lois sociétales. Imaginez que De Gaulle, en 1944, lorsqu'il prend les rênes de la France libérée, dise le temps est à la reconstruction, le droit de vote des femmes, on verra plus tard. Ben non, il n'a pas raisonné de la sorte. Il a donné à la fois, il a reconstruit la France et il a donné le droit de vote aux femmes. Car visiblement, les socialistes veulent faire du mariage pour tous un texte qui marquera la Ve République, au même titre que la loi contre la peine de mort ou l'avortement. Mais ceux qui s'y opposent n'ont pas dit leur dernier mot. Et le mariage homosexuel est aussi au cœur des débats aux États-Unis. Plus précisément, la question est étudiée par la Cour suprême en ce moment, sujet ultra sensible dans un pays où les 4/5 des États interdisent le mariage du même sexe, mais où l'opinion publique lui accorde ses faveurs. En effet, 58% des Américains penchent pour le mariage gay. Dans l'actualité à présent, de nouvelles accusations contre la pilule, responsable de 20 décès par an par embolie pulmonaire et de plus de 2500 accidents vasculaires. L'agence du médicament est à l'origine de cette évaluation qui pose, vous allez le voir, beaucoup de questions. Les détails avec Nathalie Guilloire. Faudrait-il arrêter la pilule? Question légitime après l'annonce ce matin de l'agence du médicament. 20 décès par an en France et 2500 accidents veineux sont dus à ces contraceptifs. Sur ces 20 décès, 14 sont attribuables aux pilules de 3e et de 4e génération. Ces chiffres semblent donc confirmer les risques accrus de thrombose, pointés du doigt depuis la mi-janvier par le ministère de la Santé. Pour ce professeur en gynécologie, il faut arrêter de diaboliser la pilule. La pilule est un facteur de protection du cancer de l'ovaire, du cancer de l'endomètre, d'un certain nombre de pathologies. Donc on ne peut pas comme ça sortir un chiffre en disant ça tue pour certaines pathologies, mais en oubliant de dire toutes les morts que ça va éviter. Mais pour Marisol Touraine, les risques pour la santé sont accrus. Un encadrement plus strict des prescriptions des pilules va donc être mis en place, mais aussi leur déremboursement. Une erreur pour ce gynécologue. Je pense que c'est une mauvaise idée, parce que ça revient plus cher, de manière cynique, je dis ça sur un plan économique, de laisser sans contrôle, qui va amener à des grossesses non désirées, qui va amener à des complications, qui va amener à des interruptions volontaires de grossesse. Plus de 4 millions de femmes utilisent la pilule et depuis le début de la polémique, l'angoisse monte. La vente des pilules de 3e et de 4e génération a chuté de 34% pour le mois de février. Et la suite du 22h avec la chronique économique de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. L'actualité ce soir, ce sont 18 400 chômeurs de plus pour le mois de février, soit au total 3 187 000 personnes sans activité. On dit ce soir que le record de 1997 n'est pas atteint. Mais Jean-Louis, est-ce que c'est pertinent de comparer ces situations ? Bien, pas tout à fait, un petit peu quand même. C'est vrai qu'à 7000 près, on revenait au record de juin-juillet 1997. Mais effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. En juin-juillet 97, on parlait des catégories 1. Catégorie 1, c'était des gens qui étaient au chômage, qui recherchaient un emploi comme aujourd'hui, mais qui aussi pouvaient travailler jusqu'à 78 heures par mois maximum. On a retiré cela de la catégorie A quand on a remodelé les statistiques du chômage. Catégorie A, c'est les chômeurs qui recherchent un contrat à durée indéterminée, qui font des démarches pour en obtenir un et qui n'ont aucune activité. Autrement dit, si on veut comparer les deux, il faut ajouter ce qui existe maintenant dans ce qu'on appelle la catégorie B, c'est-à-dire des gens qui travaillent moins de 78 heures par mois, c'est-à-dire 624 000. Vous additionnez les 3 184 000 aux 684 000, et bien automatiquement, vous avez dépassé le record de juin-juillet 1997. Donc, il est dépassé. Et d'ailleurs, si vous additionnez l'ensemble des catégories de 1 à 8 qui existaient en 97 et aujourd'hui de A, B, C, D, E, à l'époque, on arrivait à 4 millions de chômeurs. Aujourd'hui, on est à 5 millions. Donc, il y a plus de chômeurs aujourd'hui qu'il n'y en avait en 97. Mais, et c'est là où je dis que
on peut malgré tout, cette comparaison n'est pas totalement inutile. Il faut tenir compte du fait que depuis 1997, il y a 3 millions, la population active a augmenté de 3 millions de personnes. Autrement, il y a beaucoup plus de monde qui se présente sur le marché du travail. Et donc, quand on compare le taux de chômage entre 1997 et aujourd'hui, le taux de chômage est aujourd'hui plus faible qu'en 1997. Malheureusement, il y a fort à parier que d'ici à la fin de l'été, ce record sera battu. Jean-Louis, voyons à présent ce qui se passe chez nos voisins allemands où le chômage diminue. Alors justement, on a eu le 28 février les résultats du chômage du mois de février en Allemagne et il est au plus bas depuis 1991. Donc nous, on est pratiquement au maximum de 97 et eux, ils sont au plus bas de 91. Et là, savoir pourquoi est une réponse politique. Parce qu'en réalité, les gens croient que la croissance allemande est plus forte que la France, donc il est normal qu'il y ait moins de chômeurs. Pas du tout. La croissance allemande est très mauvaise, un petit peu moins mauvaise que chez nous, mais elle est également très mauvaise. On dit oui, mais la population diminue. Oui, c'est vrai, mais pas la population active. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des jeunes qui se présentent et la population active augmente année après année, moins vite que chez nous, mais elle augmente aussi. On dit oui, mais en Allemagne, les salaires sont inférieurs à la France. C'est vrai, ils sont de à peu près 11% en moyenne inférieurs aux salaires français, mais c'est pas tout à fait vrai parce que dans l'industrie, par exemple en France où on assiste à une véritable saignée, les salaires des ouvriers en Allemagne sont supérieurs à ce qui existe en France. Alors quelle est la différence entre la France et l'Allemagne? C'est qu'en Allemagne, on a écrasé littéralement les indemnisations chômage et à partir de là, les gens ne peuvent recevoir leur indemnisation chômage s'ils acceptent pratiquement n'importe quel travail. Donc à partir de là, vous avez une liaison entre votre indemnisation et le fait que vous acceptez le travail qu'on vous propose. Donc ça vide les statistiques du chômage et ça permet de faire accepter aux gens qui travaillent des baisses de salaire quand on va dire, vous voyez un peu ce qu'on gagne quand on est au chômage. Donc, ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est qu'en fin de compte, ils ont fait une espèce de frontière, une dualité entre les salariés allemands, des travailleurs pauvres, une masse de travailleurs pauvres qui n'existe moins en France qu'en Allemagne, ce qui permet de contribuer à faire baisser le chômage, et c'est un choix politique. Chômage et croissance seront évidemment au cœur de l'intervention de François Hollande, ce sera jeudi. D'ailleurs, le 22h vous propose une édition spéciale à suivre avec, entre autres, vous, Jean-Louis. Votre analyse ce soir sur cette réaction, cette déclaration que l'on trouve dans un rapport du FMI à propos des banques italiennes, Jean-Louis. L'organisation internationale met en avant les signes de résistance du système bancaire italien, mais prévient qu'il y a des fragilités compte tenu de la situation politique et économique. Ça veut dire quoi? Alors, je pense que le FMI dit le vrai. Le problème, c'est pourquoi il le dit. Ça, c'est une question. Il dit le vrai. Les notes des banques italiennes n'arrêtent pas d'être dégradées depuis le printemps de l'année dernière. Ça ne fonctionne pas. Et effectivement, les banques italiennes sont extrêmement fragiles. Et elles le sont d'autant plus que la politique de rigueur, même d'austérité, de Berlusconi puis de Monti a affaibli la conjoncture italienne et en contrepartie, en contre-choc, a contribué à affaiblir un peu plus les banques italiennes. Donc le problème d'HC à résoudre, c'est cette affaire de banque italienne et c'est autre chose que les banques chypriotes. Ça c'est sûr, et affaire à suivre. Donc merci beaucoup Jean-Louis. La suite du 22h avec dans quelques instants le débat du mardi. Et je vous propose de prendre un peu de recul ce soir par rapport aux récentes affaires qui ont défrayé la chronique et d'analyser la relation. Le couple infernal, justice et politique, couple impossible, vraiment? Eh bien nous verrons cela avec nos invités. C'est juste après le tour de l'info. Il est signé ce soir Sophie Normand. À l'UMP, l'offensive contre Manuel Valls est lancée. Et c'est à boulet rouge que les députés de l'opposition tirent sur le ministre de l'Intérieur. Le locataire de la place Beauvau a été aujourd'hui chahuté à l'Assemblée nationale alors qu'il répondait aux accusations de laxisme après les débordements de la manif pour tous. Il n'y a eu aucun tir de grenade. Et parler d'enfants gazés est tout le moins un douteux amalgame scandaleux que vous n'avez pas le droit de prononcer ici, dans cet hémicycle. Pour les députés UMP, il faut démythifier Manuel Valls, très populaire à droite. Selon Le Monde, la consigne a été clairement donnée par leur chef de file, Jean-François Copé. Manif pour tous, mais encore mauvais chiffre de la délinquance. Tout est fait pour le déstabiliser. La petite phrase est signée Pascal Cherki, député de l'aile gauche du PS. Lorsqu'on est président de la France, on n'est pas conseiller général, on prend la mesure de la situation et on change de braquet. François Hollande, ajoute-t-il, n'a pas été élu pour conduire le peuple français sur le chemin sans fin de l'austérité et de la rigueur. Ce n'est pas cela le rêve français. Une déclaration qui intervient alors que François Hollande sera l'invité d'une émission télévisée spéciale jeudi.
Il passait jusque-là le 1er mai côte à côte, mais c'est terminé, du moins pour cette année. La CFDT ne défilera pas avec la CGT la semaine prochaine. Les deux grandes confédérations vivraient une période de tension. Elles s'opposent notamment au sujet de l'accord du 11 janvier sur le marché du travail, rejeté par la CGT et signé par la CFDT. Il y a un désaccord aujourd'hui sur deux types de syndicalisme. Un syndicalisme qui prend ses responsabilités dans une situation extrêmement compliquée et un syndicalisme qui considère que c'est plutôt à l'État de faire et qui demande à l'État de faire à sa place. À Chypre, les banques sont restées fermées aujourd'hui pour le 11e jour consécutif. Et rien ne dit qu'elles rouvriront jeudi comme prévu. Le gouvernement craint une fuite massive des capitaux malgré l'annonce hier d'un plan de sauvetage européen. Un plan loin de calmer les inquiétudes des Chypriotes, alors que Fitch envisage d'abaisser la note du pays. Au cours d'une conférence de presse, François Hollande s'est dit très attaché à la garantie des dépôts bancaires, qui doit être un principe absolu et irrévocable. Chypre toujours dans le dessin du jour, il est signé Willem. Le dessinateur évoque via un Vladimir Poutine manifestement sans scrupules la fuite des capitaux russes, jusque-là bien à l'abri dans les banques du pays. La question du 22h ce soir, comment qualifier la relation entre la justice et la politique? Quels sont les rapports entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire? Couple impossible peut-être, mais vieux couple en tous les cas, qui se cherche encore et toujours un équilibre. On en parle avec nos invités ce soir. Mathieu Delahousse, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste et auteur de Justice, le ministère infernal chez Flammarion. Avec nous également Jean-René Le Serre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur UMP du Nord. Vous avez été vice-président de la commission des lois au Sénat. Avec nous également Jean-Pierre Sueur. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste et vous présidez la commission des lois. Avec nous également Virginie Duval. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats. Alors messieurs, madame, justice et politique, est-ce que c'est un vieux couple? Est-ce que c'est un couple impossible selon vous? Mathieu Delahousse. Historiquement, on peut dire que c'est un couple impossible. L'épisode Sarkozy qui a fait agiter tout le Landerneau ces derniers temps, finalement on est sur le même tempo que ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une affaire politique. Et beaucoup de magistrats disent à raison que dès qu'un homme politique apparaît dans le dossier, le dossier explose. Ça s'était produit avec l'affaire Urba. On se souvient de Georges Kejman, qui était à l'époque ministre délégué de la Justice, qui dénonce un cambriolage judiciaire. Les termes étaient aussi forts que ceux qui sont employés le week-end dernier sur l'affaire Bettencourt-Sarkozy. Ministère infernal, couple infernal, les rapports sont pas faits pour être ensemble. On a une justice qui fonctionne sur un tempo très lent et très construit, une classe politique qui exige des temps beaucoup plus rythmés et par une chose, ce sont les élections. Et ces deux choses, quand elles se rencontrent, explosent et il n'y a pas d'exemple où ça se passe bien finalement. Alors on va parler des différentes affaires que vous avez évoquées. Jean-René Le Serre, est-ce que c'est un couple inégalitaire? Parce qu'on dit pouvoir politique, mais on dit autorité judiciaire et c'est même précisé dans la Constitution. On ne parle pas de pouvoir judiciaire, mais d'autorité, c'est différent. Oui, mais je pense que vous dites politique et juge. Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est pouvoir législatif, pouvoir exécutif? Nous sommes effectivement les trois éléments de la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire, qui est une autorité, mais qui en fait est un véritable pouvoir. Le problème qui se pose, si vous voulez, c'est le problème effectivement du respect mutuel de l'un envers l'autre. Je pense qu'il y avait eu un progrès important qui avait été réalisé avec la révision constitutionnelle et avec la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, avec notamment la saisine possible par le justiciable du Conseil supérieur de la magistrature pour une activité, un comportement d'un juge, ce qui a amené aujourd'hui à ce que l'irresponsabilité des juges, pour moi, n'existe plus. Et je pense que tout devrait donc être beaucoup plus sereinement géré que ça ne l'est aujourd'hui. Je termine mon tour de table sur justement ce couple politique et justice. C'est une question qui remonte à très loin. Tout découle bien sûr de l'esprit des lois de Montesquieu. C'était au XVIIIe siècle qui a posé la question de la séparation du politique et du judiciaire. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que réellement ces deux éléments s'opposent? Est-ce qu'ils ne tentent pas vers la même logique, c'est-à-dire le respect de la loi, la sécurité des citoyens et parfois la tentation commune normative? Jean-Pierre Sueur. Non, les juges ont pour mission d'appliquer la loi. Nous faisons la loi, nous faisons en particulier la loi pénale. Et les juges ont pour mission de l'appliquer, c'est-à-dire de juger dans le respect de la loi. Deuxièmement, moi je crois qu'il faut se battre toujours pour respecter l'indépendance de la justice. Il y a des propos qui ont été tenus par M. Guénaud l'autre jour, qui sont tout à fait condamnables, car ils sont contraires
au respect que l'on doit à l'indépendance de la justice. Il faut appliquer cette règle très simple, indépendance de la justice à l'égard de tout le monde, politique ou non politique. Ah, ça semble simple quand c'est dit comme ça. Je vous ramène quand même au couple Virginie Duval. Ça va mal dans ce couple justice et politique quand les affaires politiques éclatent. Mais est-ce qu'on peut rappeler que dans 90% des cas, la justice ne s'occupe pas de politique, c'est la partie visible de l'iceberg, simplement. Effectivement, la justice, elle elle doit intervenir pour l'ensemble des citoyens et les hommes politiques, comme les magistrats, sont des citoyens justiciables comme tous les autres. Et c'est à ce moment où on envisage que les hommes politiques soient traités de la même manière que tous les autres justiciables, que parfois il peut y avoir des difficultés. Mais sur cette notion de pouvoir et d'autorité, c'est quand même assez révélateur de voir que le pouvoir politique refuse à l'autorité judiciaire le terme de pouvoir, y compris dans la réforme constitutionnelle qui est envisagée. On refuse que le pouvoir judiciaire devienne un pouvoir judiciaire. Est-ce que la justice fait peur? Peut-être. N'empêche que des liens existent. Oui. De la même manière, le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Là aussi, il y a un lien entre un homme politique et la justice. Alors justement, on va parler à présent des duels entre le politique et le juge face à face, tendus avec des rebondissements, des provocations, du bluff aussi, mais de nombreuses affaires. Et le rôle des médias, vous allez le voir, toujours présent. C'est une sorte de mariage et de ménage à trois qui ne fait pas souvent bon ménage. On voit tout cela avec Fabrice Cunet. Regardez. Mise en examen de Nicolas Sarkozy, affaire Cahuzac. À chaque fois, le même point de départ de la procédure judiciaire, une révélation du site Mediapart. À chaque fois, la même levée de bouclier de la classe politique. Dans le viseur, les magistrats et les médias. Le signe d'une culture démocratique qui se perd selon Edoui Plenel. Nous, par exemple, journalistes, nous révélons des faits. Ensuite, les institutions, notamment la justice, s'en emparent. Ensuite, il y a un jeu entre ceux qui sont mis en cause et les magistrats. C'est un processus normal. Il faut le laisser jouer. Et il n'y a pas de guerre. Sauf que depuis le début de ces affaires, la classe politique joue l'affrontement. Un jeu dangereux. Actuellement, ce qui se passe sous nos yeux, entre la façon dont la droite se solidarise de M. Nicolas Sarkozy et dont la gauche s'est solidarisée de M. Cahuzac, eh bien c'est une anti-leçon civique. Et si l'on voudrait faire le lit de la colère citoyenne, on ne s'y prendrait pas autrement. L'institution judiciaire est attaquée et la presse classique de plus en plus fragilisée, minée par les conflits d'intérêts et la proximité avec le pouvoir. Cette pression des médias sur la justice a toujours existé. Elle était plus forte parce qu'on osait plus avant, mais surtout parce que les médias étaient beaucoup plus puissants qu'avant. Aujourd'hui, franchement, les personnes ne les lisent plus. On peut ne pas aimer Edoui Plenel. C'est un site qui a fait son boulot. C'est plutôt ça. Il vaudrait mieux pointer du doigt ceux qui ne le font pas, mon Dieu, plutôt que de faire le procès de ceux qui le font. Qu'est-ce que ça veut dire? Des procédures judiciaires, Gérard Longuet en a connu 6. Malgré 5 relax et un non-lieu, le sénateur en garde un souvenir qualifié de douloureux. D'avoir été jeté en pâture par un tout petit nombre de journalistes devant les regards faussement condescendants et faussement apitoyés de quelques amis politiques et l'activisme de magistrats qui n'étaient d'ailleurs pas concernés et pas en charge de mon affaire. Malgré ce constat, Gérard Longuet ne veut pas parler de guerre dans ce ménage à trois. Simplement du risque de confusion des genres, parfois. On adore faire le métier du voisin. En général, plus on adore faire le métier du voisin, moins bien on fait le sien. Les journalistes qui se prennent pour des magistrats sont de mauvais magistrats. Les magistrats qui se prennent pour des journalistes ne sont pas de très bons journalistes et sûrement de mauvais magistrats. Et les hommes politiques qui se prennent pour des journalistes et des magistrats en même temps sont de mauvais hommes politiques. Voilà pour ce reportage de Fabrice Cunet. Je vous voyais très intéressé, parfois amusé aussi. Votre réaction, oui, Jean-Pierre Sueur? Oui, je réagis à ce qu'a dit Edoui Plenel, qui a fait une symétrie. Il a dit, voyez-vous, la droite réagit par rapport à l'affaire Sarkozy et la gauche par rapport à Cahuzac. Ce sont deux choses très différentes. S'agissant de M. Sarkozy, M. Guénaud et d'autres ont tenu des propos à la limite de l'injure, à l'égard des juges, les mettant en cause, mais avec une violence extrême.
S'agissant de Jérôme Cahuzac, il n'est pas, alors qu'il n'était pas mis en examen, qu'il y avait simplement une procédure judiciaire engagée, il a démissionné du gouvernement conformément à une jurisprudence que je crois saine, de manière à ce qu'on ne puisse pas le mettre en cause. Par le politique différent de deux affaires. On ne peut pas dire, comme le fait M. Plenel, voilà, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pas du tout la même chose. Nicolas Sarkozy peut difficilement démissionner de la présidence de la République, si vous voulez. Mais surtout qu'il n'y est plus, oui. Voilà, un point auquel on devrait quand même réfléchir les uns et les autres, c'est qu'il y a quelques années, le Conseil supérieur de la magistrature avait financé un sondage sur les 3 catégories de personnes qui inspiraient le moins confiance aux Français. C'était qui, ces 3 catégories de personnes? C'était les politiques, les magistrats et les journalistes. Dans quel ordre, peut-être? Je n'irai pas jusqu'à vous donner l'ordre, parce que ce serait méchant à votre égard, à l'égard de la profession que vous n'êtes pas plus gâtés que nous, donc voilà. on va pas être méchants avec nous-mêmes. On devrait donc se serrer un peu les coudes, si vous voulez. Mais je crois aussi qu'on n'est pas dans un monde angélique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des politiques qui disent des bêtises. Moi, je ne suis absolument pas solidaire des propos qui ont été tenus par Henri Guénaud ou qui ont été tenus par Nadine Morano, mais vraiment absolument pas. Mais il n'y a pas non plus que des anges dans le milieu judiciaire. Mais dites-nous, est-ce que les hommes ou les femmes politiques supportent mal d'être traités comme de simples citoyens? Non, du tout. Ils supportent mal parfois d'être plus mal traités que de simples citoyens. Vous savez, moi je suis politique du Nord. Dans la communauté urbaine de Lille, il fut un temps où la quasi-totalité des maires, les 85 maires de la communauté urbaine étaient mis en examen. Et la plupart, comme moi, ont été effectivement ensuite totalement lavés de tout soupçon. Quand j'ai été mis en examen, je n'ai pas rencontré de magistrat instructeur avant ma mise en examen. J'ai entendu 3 ans pour en rencontrer un pour la première fois. Lorsque j'ai été mis en examen, j'ai eu les premières pages de la presse régionale. Lorsque j'ai eu un non-lieu, j'ai eu 3 lignes à la dernière page du journal. Ça aussi, les politiques, quelquefois, ont un petit peu de difficulté à l'accepter. Alors, il y a ce traitement dans les médias, il y a aussi cette longueur de la justice dont vous parlez. Ça, c'est une réalité, Virginie Duval. Ça peut être compliqué pour un politique, pour une carrière, d'attendre 5, 10, 15 ans parfois, pour avoir un non-lieu. Les cas où on attend 15 ans, c'est quand il y a eu une immunité avant et que le travail de la justice peut commencer à la fin d'un mandat. C'est vrai que le temps judiciaire est totalement différent de celui du temps des médias. On évoque des médias qui étaient peut-être plus puissants avant. Il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de médias aujourd'hui, que le temps de l'information doit être rapide et que parfois la justice, elle est obligée de prendre son temps pour bien mener ses enquêtes. Donc le temps médiatique est différent du temps judiciaire et ce qui peut être dit dans les médias est différent aussi parfois de ce qui existe en réalité dans les dossiers et les magistrats n'étant pas autorisés à exprimer sur un dossier. Je vais laisser la parole à Mathieu Delahousse, mais nous avons parlé du politique, nous avons parlé des médias. Le juge traque. Pour certains, il s'acharne. Il n'est plus au service de la justice, disent certains. Il dirige la démocratie. Et on reparle de la République des juges. Que dites-vous à cela ? Je dis que ce sont ceux qui se sentent visés, qui utilisent une technique de défense qui est la déstabilisation du juge et la décrédibilisation d'une personne plutôt que de parler du dossier. On est dans des techniques de langage, c'est une manière de se défendre, ce n'est pas une manière acceptable puisque les seules manières de se défendre c'est d'envisager un recours, la notion d'appel, aller se défendre devant un tribunal, ce n'est pas de faire une campagne médiatique pour décrédibiliser une institution. Et pourtant, Mathieu Delahousse, on entend cette petite musique du juge fou de son pouvoir, jaloux de la richesse des puissants et du pouvoir des puissants. Et souvent, magistrat pris en otage, parce que dans le trio qu'on décrivait tout à l'heure, quand on dit magistrat, homme politique et journaliste, certes, on est sans doute dans le mouchoir de poche des professions et des institutions les moins populaires en France. Certes, il faut peut-être se serrer les coudes, comme le disait mon voisin tout à l'heure, mais surtout, on est condamné à vivre ensemble. Et dans ces situations-là, on s'aperçoit qu'on est quand même tous pris en otage les uns par les autres, notamment l'homme politique qui attend de ce que le magistrat puisse donner une réponse qu'il n'est pas en mesure de donner aussi rapidement, le journaliste qui est interrogé non plus finalement sur le récit de l'affaire, mais sur ce qui va se dérouler pour le sort
l'histoire personnelle de l'homme politique qui est impliqué. L'affaire Bettencourt aujourd'hui, il y a encore une semaine, quand même. Je ne pense pas, au contraire. Je pense que c'est une prise en otage et surtout une focalisation sur une seule chose quand une personnalité politique surgit dans un dossier, c'est sur lui. L'affaire Bettencourt, jusque-là, c'était l'affaire Liliane Bettencourt. Maintenant, c'est l'affaire Sarkozy. Jean-Pierre Sueur, les affaires récentes et celles qui le sont moins mettent en avant la grande autonomie et l'indépendance des juges dans des affaires extrêmement complexes, indépendants mais pas électrons libres. Non. Je voulais dire d'abord que j'étais très sensible à ce qu'avait dit Monsieur Le Serre, Jean-René Le Serre tout à l'heure, car ça m'a fait penser à une personne qui m'est très chère, qui n'est plus de ce monde et qui a connu cela. Et c'est vrai que lorsqu'il est mis en examen, on est présumé innocent. Et en général, il y a beaucoup plus d'informations que lorsque l'on est déclaré innocent, quelquefois des années et des années après. C'est un vrai sujet. Par rapport à votre question et à ce que disait M. Delahousse, moi je pense qu'il faut en effet en revenir à Montesquieu. Tout pouvoir, quel qu'il soit, est tenté d'abuser de lui-même. Donc la sagesse et la démocratie, il se dévore lui-même. C'est, oui, tout pouvoir peut devenir excessif. C'est donc la séparation des pouvoirs, chaque pouvoir étant limité par les autres. Et c'est pourquoi je crois beaucoup à une réforme que va engager Mme Taubira, j'espère qu'elle va aller à son terme, qui consiste à donner une plus grande indépendance aux magistrats du parquet, de telle manière que leur nomination, que leur promotion ne dépendent plus d'aucune autorité politique. Pour cela, il faut changer la Constitution, changer le Conseil supérieur de la magistrature, et j'espère que ce sera fait, car il faut le plus possible garantir l'indépendance des magistrats. Ça ne veut pas dire que le garde des Sceaux ne peut pas mettre en œuvre une politique pénale. Il a tout à fait le droit de donner des orientations pour une politique pénale, pour lutter contre la délinquance, etc. Mais il ne doit pas faire de pression individuelle, donner d'instructions individuelles, et il faut que la nomination et la promotion des membres du parquet ne dépendent plus du pouvoir politique. Vous avez parlé, oui. C'était d'ailleurs proposé par les deux candidats au deuxième tour de la présidentielle, de la dernière présidentielle. Je pense que sur le fait, effectivement, que le Conseil supérieur de la magistrature ait les mêmes pouvoirs à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, on est assez d'accord. Moi, en revanche, je suis peut-être pas d'accord avec Jean-Pierre Sueur sur la réforme de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne suis pas favorable à ce que les magistrats redeviennent globalement très majoritaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et j'ai vu que M. Urvoas, donc le président de la Commission des lois, mais de l'Assemblée nationale, cette fois-ci pas du Sénat, était plutôt sur la même ligne que moi. Alors vous avez parlé du parquet, je voudrais revenir, messieurs, madame, aux juges d'instruction. Ce qui marque, ce qui est mis en avant dans les médias, ce sont les face-à-face, les duels entre le politique et le juge sous les feux de la rampe. Alors il y avait Jacques Chirac face à Éric Alphen, ex-juge d'instruction. Il a été le premier magistrat à enquêter sur les affaires visant le RPR et l'ancien président. Il y avait Roland Dumas face à Eva Joly et Laurence Vichnievsky, les duettistes de l'affaire Elf. Il y avait il y a toujours Nicolas Sarkozy et le juge gentil, Virginie Duval. Quelles sont les limites du pouvoir de ce juge d'instruction? Qui le contrôle? Dans la cité, comme on dit, pour les citoyens. Là où on est déjà dans la notion de communication de la défense, c'est que la défense de M. Sarkozy évoque seulement M. Gentil. Je tiens à rappeler qu'ils étaient trois magistrats. Il y avait Cécile Romanazzo et Valérie Noël. On a trois magistrats qui ont pris les décisions ensemble. On dit qu'elles étaient dans l'ombre du grand juge Gentil. L'avocat de la défense dit cela. Quand on est dans une collégialité de l'instruction, comme c'est le cas, on a trois magistrats qui procèdent à tous les actes et qui décident de la mise en examen. Donc là, la personnalisation sur Monsieur Gentil est en soi problématique. C'est une décision collégiale alors? Oui, c'est une décision collégiale. Oui, et c'est ça qu'on essaye d'occulter. On veut personnaliser avec un juge, peut-être pour le décrédibiliser encore plus. Ne parlons plus de ce juge-là, mais est-ce qu'il y a eu parfois des abus? Mathieu Delahousse, on se souvient qu'un juge peut aussi user trop facilement de la détention provisoire pour faire craquer, comme on dit, un prévenu, et Eva Joly en savait quelque chose. Elle en savait quelque chose. On lui a prêté le fait de vouloir effectivement faire pression de façon constante, comme on a fait pression de la part de juges d'instruction dans les années 90 sur beaucoup de clients, mais plus récemment, c'est un reproche
qui est permanente dans le dossier Bettencourt sur Jean-Michel Gentil, personnellement, puisque c'est le cas de Patrice Demestre et de François-Marie Bagné, qui disent tous les deux, et leurs avocats, que la détention provisoire a été utilisée abusivement. Ce n'est pas le cas pour vous, selon vous? Je pense qu'on a atteint, et moi je l'avais dit à l'époque sur RTL, on a atteint à ce moment-là une ligne un peu difficilement compréhensible, puisque les mises en examen s'étaient signalées de leur déplacement. Ils ont malgré tout fait des jours de détention. Ça ne se justifiait pas forcément. Et c'est vrai qu'on a réutilisé à cette occasion-là, c'était en janvier de l'année dernière, c'est assez récent, une expression qu'on employait pour parler d'Eva Joly ou alors de Philippe Courroy lorsqu'il était juge d'instruction, c'est-à-dire attendrir la viande. Et c'est quelque chose qu'on pensait utiliser dans les pratiques judiciaires passées, qui a ressurgi à l'occasion de l'affaire Bettencourt, qui a un peu disparu à l'occasion des débats de ces derniers jours sur Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que l'un des reproches essentiels à Jean-Michel Gentil est personnifié contre lui, alors qu'effectivement cette instruction est collégiale, c'est celui-ci, d'avoir utilisé la prison comme arme après le mensonge présumé de Patrice Demestre devant lui, et puis face à François-Marie Bagné qui devait partir à New York, mais disait-il revenir. Donc ces reproches-là, ils existent encore, et par ailleurs sur la personnalisation, moi je ne crois pas que ce soit uniquement un jeu médiatique et politique, c'est juste simplement, hélas, un raccourci dans l'histoire quand ça va trop vite. Jean-Michel Gentil a une réputation de magistrat fort, vigoureux, rigoureux, et effectivement il prend la lumière, parce que je pense aussi qu'il a pris la force, l'initiative dans ce dossier, et si ce dossier-là aboutit, ça sera son succès à lui. Mais moi, je voudrais quand même revenir un peu sur la procédure. La procédure, depuis la mise en examen que vous évoquiez, l'instruction a été réformée. La procédure de la mise en détention provisoire a été réformée. C'est pas le juge d'instruction qui a placé en détention provisoire, c'est le juge des libertés et de la détention. On a donc du coup un contrôle à chaque fois. On a des possibilités de recours devant la chambre de l'instruction. Arrêtons de dire qu'un seul juge d'instruction peut faire tout, mettre en détention, mettre en examen et contrôler. C'est le cas, oui. Jean-Pierre Sueur, on lui prête trop à ce juge, trop de pouvoir. Non, mais c'est ce que vous dites est absolument incontestable. Oui, le juge des libertés, le juge de la détention et des libertés a des pouvoirs. D'ailleurs, certains voudraient les rogner, ces pouvoirs. J'en ai eu l'illustration récemment. Je n'ai pas beaucoup d'exemples qu'un juge de liberté et de la détention ait refusé effectivement d'accéder aux souhaits du magistrat instructeur. Ah non, si. C'est très souvent que les juges de liberté et détention ne placent pas quelqu'un en détention alors qu'il y a des réquisitions en ce sens et que le juge d'instruction l'a saisi. On a un double niveau au niveau de la mise en détention, et ce double niveau qui avait été voté pour éviter justement les incarcérations pour attendrir. Donc tout va bien, Madame la Marquise? Non, tout ne va pas bien. Mais on est sur des questions de communication. Et la difficulté parce que les juges pour les sont juges humains aussi. Ils ne sont pas infaillibles. Sur Outreau, on n'a pas mais refusé qui a dit grand-chose que aux les juges magistrats instructeurs. étaient infaillibles? C'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est que les juges de Bordeaux, eux, sont dans l'incapacité d'exprimer actuellement ce qu'il y a dans le dossier. On est dans le secret de l'instruction, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et donc du coup, tous les autres... Mais les médias s'expriment à leur place. Et puis surtout, une partie, l'avocat de la défense de M. Sarkozy s'exprime, donne sa version, qui ne peut pas être pour l'instant contestée, et elle ne sera vérifiée que si jamais il y a... Je voulais vous demander, est-ce que procès. selon vous, c'est vraiment insultant de dire que les juges font de la politique? Un juge ne juge pas comme un robot, hein, il est juge, mais il n'en est pas moins homme et citoyen, même s'il se doit de rendre une décision avec équanimité. Est-ce que c'est insultant de dire qu'il y a des juges de droite et des juges de gauche? Moi, je crois que c'est totalement hors réalité, mais je me trompe peut-être. Mais le fait d'une poursuite individuelle contre un homme politique uniquement pour sa couleur, ça peut ajouter des arguments, ça peut ajouter une haine, ça peut ajouter un plaisir. Mais la colonne vertébrale d'un dossier basé uniquement là-dessus, à moins de penser à la grande manipulation, non. Je n'y crois pas. Mais s'il y a un juge qui est plutôt à droite et un juge plutôt à gauche, on peut espérer qu'il n'y ait pas des affaires qui vont être étouffées ni à droite ni à gauche. En l'occurrence, sur la suspicion qui concerne Jean-Michel Gentil, elle porte sur une pétition qui, d'un avis général, et y compris Georges Kejman, qui s'est exprimé en faveur de Nicolas Sarkozy dans le Figaro et sur France Inter, la suspicion sur le juge Gentil
elle ne tient pas à cette pétition. C'était pas une pétition politique. Juste dire quelque chose. On parle beaucoup du juge gentil, mais Eric Elfen, j'ai retrouvé un article à l'époque qui posait les mêmes questions. Il se posait les questions sur les motivations du juge Elfen. On pouvait lire qui se cache vraiment derrière ce juge, un justicier, un juge décidé à se venger des puissants, un Don Quichotte des temps modernes, un sous-marin politique. Mais les magistrats ont le droit d'être à droite, à gauche, au centre ou ailleurs. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est effectivement de se servir de leurs convictions politiques pour ne pas juger objectivement telle ou telle personne qu'ils ont à juger. Et à ce moment-là, effectivement, je pense que le Parlement a bien fait son boulot avec la révision constitutionnelle et la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, parce que ça devient un comportement qui mérite une sanction disciplinaire. Et désormais, la saisine du justiciable est possible. Oui, et c'est bien de le rappeler. Vraiment, juge de droite, juge de gauche, ça devrait n'avoir aucun sens. Tout simplement parce que si quelqu'un choisit d'être magistrat et de juger au nom du peuple français, il doit juger selon la loi. Et il doit juger selon l'équité et la justice. Et par conséquent, s'il est instrumentalisé politiquement, il n'est plus un juge, il n'est plus un magistrat, il n'est plus indépendant. Donc je crois à cela, parce que si on ne croit pas à cela, on ne croit pas à la justice. Nous avons parlé des médias, nous avons parlé du politique, nous avons parlé du juge. Je voulais parler des Français. Selon vous, et c'est une question collégiale, quel visage a la justice aujourd'hui pour les Français? Est-ce que c'est une justice qui juge d'en haut? Est-ce que c'est une justice proche? Quel est le visage de la justice selon vous? Virginie Duval. Malheureusement, on a depuis certaines années eu de tels discours qui venaient du pouvoir politique pour attaquer la justice que peut-être l'image de la justice n'est-elle pas bonne à l'égard des Mais c'est vous, des ce sont les magistrats, les juges qui forment ce visage. Arrêtez de nous parler du politique. Oui, mais c'est aussi l'image qu'on rend de nous, qu'on renvoie de nous, la manière dont on parle de nous. Et c'est aussi si les institutions ont confiance les unes en les autres, ne se critiquent pas, comme on l'a vu ces derniers jours, que les Français auront confiance dans la justice et dans les institutions. Et les Français, le justiciable, dans sa grande majorité, ne connaît pas un tribunal, ne va au tribunal. Il vaut mieux ne pas bien faire la justice. Et heureusement, voilà. Et donc, mais quand on y va au tribunal, c'est en général pas pour une bonne chose. Donc on n'a pas envie de rencontrer le magistrat. Donc ça, en cela, c'est violent. Ça peut être violent pour une personne d'aller donner envie de faire rencontrer un magistrat, c'est compliqué. On a peut-être aussi un problème d'éducation, si vous voulez. C'est peut-être aussi de notre responsabilité, à nous politiques et à vous magistrats, à vous journalistes, de ne pas avoir fait une éducation effectivement du justiciable pour leur expliquer les éléments fondamentaux qu'ils doivent connaître en matière de justice. Moi, j'étais consterné en voyant récemment un sondage qui était demandé et financé par une association dite Institut pour la justice, où on pose des questions effectivement aux Français, où bientôt, si vous voulez, on va remettre en place la peine de mort et l'exécution sur la place publique, et puis peut-être le système du pilori, où on condamne des procédures ou des aménagements de peine comme la libération conditionnelle, mais sans même que l'on sache que la libération conditionnelle, par exemple, c'est la meilleure garantie contre la récidive. Alors peut-être qu'il faudrait que plutôt que Koh-Lanta ou bien d'autres émissions de ce style, on ait de temps en temps une émission effectivement ouverte aux Français sur la justice. Totalement d'accord avec vous, c'est un beau projet qui sera mis en œuvre. Merci en tous les cas pour cette idée, merci à vous pour ce débat, merci d'avoir été nos invités. Et avant de refermer ce journal, avant de vous quitter, cette dernière information qui nous parvient à l'instant, 2 hommes ont été interpellés ce soir à Toulouse dans le cadre de l'affaire Mera. Les interpellations ont été menées par la section antiterroriste avec l'aide du groupement d'intervention de la police nationale. Pas encore de précision sur l'identité de ces 2 personnes. Voilà pour cette dernière information. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Politique Preuve par 3. L'invité, c'est François Bayrou. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir.
François Bayrou est l'invité de Preuve par 3. Merci d'être avec nous, Monsieur Bayrou, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, évidemment, c'est ce qu'on attend de vous, puisque c'est votre credo de la vérité en politique. Chez Plomb, vous avez décidé de poursuivre le dialogue direct avec les Français, maintenant que vous n'avez plus de mandat national. Et dans ce dialogue avec les Français, vous fustigez les mauvaises pratiques politiques qui empêchent, selon vous, le redressement de la France. Dans un instant, Pierre Rocchiccioli de l'agence France Presse et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront. Dailymotion est également, comme chaque semaine, le partenaire de cette émission. Cela permet aux téléspectateurs d'intervenir directement et de vous interpeller. Le pic du chômage de 1997, heureusement, n'a pas été battu avec les derniers chiffres du mois de février. Néanmoins, évidemment, il y a une aggravation de la situation avec 3 187 000 plus 26 500 demandeurs d'emploi. En France, il y a le feu. Ça veut dire que 260 familles par département moyen sont atteintes à leur tour par le chômage. Et donc, évidemment, c'est une vague. Hein, c'est un tsunami qui détruit sur son passage la confiance des gens, l'unité des familles, l'idée que les gens se font d'eux-mêmes. C'est humainement extrêmement dur. Et ce qui est le plus dur, j'allais dire civiquement, c'est qu'on ne voit pas le chemin pour en sortir, ou on ne voit pas la fin. Il y a des mesures qui sont mises en avant encore par le Premier ministre qui appelle à la mobilisation générale. Monsieur, quand on vous parle de mesures, oui, ça veut dire que le plan d'ensemble est insuffisant. Les mesures, c'est parcellaire, c'est un kaléidoscope. Mais ça n'est rien qui fasse la force d'une action politique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Vous réclamez, mois après mois d'ailleurs, après chaque publication des chiffres du chômage, des mesures radicales. Citez-en une. Je réclame une politique d'urgence pour que ceux qui sont en première ligne, et je vais donner leur définition, oui, ceux qui signent les contrats de travail, ceux qui ont du travail, ceux qui créent du travail pour les autres, pour que cela soit soutenu au lieu d'être freiné. Donc les chefs d'entreprise. Alors, surtout pas une mesure parmi d'autres. Oh, il y en a plein. On pourrait imaginer une mesure sur les seuils. Vous savez, ces seuils qui font de 10 à 20, de 50 et au-delà. On pourrait imaginer une mesure qui touche au seuil, élève les seuils. Mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, une déréglementation générale, en quelque sorte. Non, je suis pas sûr que ça soit déréglementation. Je parle de choses qui empêchent les entreprises d'embaucher. Le nombre de ceux qui sont bloqués... Les entreprises disent le carcan, le droit du travail, oui, etc. Ce que vous dites. J'ai dans une émission récente montré le code du travail suisse et le code du travail français. L'un pèse 190 grammes et l'autre pèse 2 kilos. Est-ce que les salariés sont mieux protégés dans un cas que dans l'autre? En tout cas, c'est intéressant parce que la Suisse, c'est un pays qui n'a pas de matières premières, qui a des salaires plus élevés que les nôtres et même dans un certain nombre de cas beaucoup plus élevés que les nôtres et qui exporte, qui produit, qui crée de l'emploi puisqu'il y a 300 000 Français qui traversent la frontière tous les jours. Alors c'est pas fascination pour le modèle helvétique. Non, on ne peut pas comparer les deux économies non plus. Hein, mais pourquoi? Ah bah parce que question de taille, on se compare généralement plus à l'Allemagne par exemple. Bien, écoutez, oui mais c'est pour éviter... C'est pour éviter de toujours rester dans la comparaison avec l'Allemagne. Donc je dis, politique d'urgence, soutien des créateurs d'emplois et de ressources pour le pays. Comment? En supprimant tout ce qui les bloque, en mettant les forces du pays, notamment de l'État, pour les aider et pas pour les freiner. Alors ça veut dire une politique fiscale différente, y compris qui leur permettent, quand ils créent de l'emploi et des ressources, de gagner de l'argent, s'enrichir, je ne sais pas si c'est le mot, mais de gagner de l'argent. Une politique dans laquelle les PME et les petites entreprises et les artisans se sentiraient en confiance et pas constamment traqués.
avec des règles qui soient des règles simples et de long terme, au lieu d'avoir des règles qui changent tous les jours et qui les menacent, vous voyez bien que ça, c'est une politique complètement différente de ce que nous avons fait depuis 20 ans. Oui. Vous réclamez la vérité. Quand le chef de l'État dit qu'il parie toujours sur une inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année, il ment? Non, c'est une profession d'optimisme. Mais quand l'INSEE ne prévoit pas de reprise, une croissance molle jusqu'à l'été au moins, donc on sait que la courbe ne va pas s'inverser. Monsieur Grossiard, nous avons fait une campagne présidentielle. J'avais un débat avec Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la croissance. Je vous rappelle les chiffres qu'il donnait. François Hollande disait nous allons avoir une croissance en 2013 de 1,7%. Et Nicolas Sarkozy disait nous aurons 2%. Nous aurons 0%. Il n'est pas d'élection depuis 20 ans où on ne dort la pilule aux citoyens. C'est-à-dire on les égare, on leur raconte des histoires. Mais là, au bout du compte, mais dites pas d'accord. Vous devriez dire pas d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous pour dire que la réalité finit toujours par rattraper certains mensonges, François Bayrou. Et quand François Hollande demande aujourd'hui à être jugé à la fin du quinquennat, est-ce que vous pensez que les Français pourront attendre ? Je vais vous dire ce que je pense. C'est grave, ou en tout cas, je le dis avec gravité. Je pense que nous sommes assez près d'une crise politique menaçante. Il suffit de voir le score des élections partielles dimanche dans l'Oise, avec une extrême droite qui fait 49% contre le candidat de l'UMP, pour qui le PS avait appelé à voter. Au niveau national, oui. Et donc, il y a là quelque chose qui est avec 45% des voix de gauche qui votent pour l'extrême droite. Là, en germe, vous parlez effectivement d'une crise morale, politique. Non, mais je dis que les gens sont très près de attitude et de choix et de vote pour rejeter, on dit le système, pour rejeter cette organisation des pouvoirs et des partis dans lequel ils ne trouvent aucun espoir. Ce qu'ils pensent. Sur ce que vous dites concernant le risque de crise majeure dans notre pays, effectivement, quand il y a une crise économique dont on ne voit pas l'issue, quand il y a un président de la République, un gouvernement qui est au plus bas dans les sondages, est-ce que le pouvoir, selon vous, a perdu toute légitimité d'ores et déjà? Non, je ne dis pas les choses comme ça. Je veux dire une chose précise. Ça n'est même pas l'impopularité qui est la question. C'est le fait de pouvoir gouverner la France. C'est le fait de comprendre où on va. La plus grave délégitimation, on délégitime l'action politique. Pourquoi? Parce qu'elle est illisible. Et elle est illisible pour une raison extrêmement précise et que vous connaissez, c'est que la campagne qui a été faite et la majorité qui est sortie des urnes sont en contradiction flagrante avec la politique qui doit être suivie. Il y a donc une contradiction, une tenaille dans laquelle le gouvernement et le président de la République sont pris. Vous avez voté pour François Hollande qui assume quand même son positionnement social-démocrate. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Par exemple, jeudi, il va s'adresser aux Français. Vous attendez quoi? Un nouvel effort de pédagogie ou véritablement de nouvelles annonces? Alors, il y a une chose qui m'agace, c'est qu'on dise qu'il faut rassurer les Français. Ça, tout le monde dit ça. Il ne faut pas rassurer les Français. Il faut organiser l'action et la mobilisation du pays. De l'État, des collectivités locales. Mais ça appelle quel type de révision dans la politique et dans les grandes options, le cap vous ai du chef de expliqué l'État? Ce qui me paraissait nécessaire pour ceux qui sont en première ligne. Les Les chefs entreprises et ceux qui signent les contrats de travail. Et les chercheurs. Et pour François Hollande. Et les innovateurs. Pour François Hollande, premièrement. Deuxièmement, il y a un enjeu qui n'est pour l'instant pas du tout assumé, c'est la moralisation de la vie publique en France. Tout le monde voit bien les débordements, les promesses qui ont été multipliées, cumul des mandats, simplification de la démocratie locale,
on disait nouvelle étape de décentralisation, mais ça ne peut pas aller en gardant le labyrinthe que nous avons aujourd'hui. Sans transfert de compétences. On a parlé, sans nouveau transfert de compétences pour les collectivités. De règles électorales plus justes. Rien de tout ça n'est pris en compte. Donc, pour être clair, moralisation de la vie publique. Est-ce que ça doit passer par exemple, un référendum sur ces questions-là? Si le président de la République estime, et il y a des raisons de le penser, que le Parlement actuel, avec les députés et les sénateurs, ne lui permettront pas d'obtenir satisfaction, il faut qu'il fasse appel au peuple. Ça lui permettrait peut-être d'ailleurs d'avoir un nouveau rapport avec le peuple, d'accepter de prendre ses problèmes, j'allais dire, billes en tête. Quelles questions faudrait-il poser, sachant que vous aviez déjà fait ces suggestions lorsque vous étiez candidat à la dernière présidentielle? Alors, quelles questions? Et que je l'aurais fait si j'avais été élu. Quelle question? Dès en arrivant. Oh, il y a pour moi 3 choses à mettre dans le référendum. Le cumul des mandats, la diminution du nombre de parlementaires. Entre nous, c'est pas à mettre dans le référendum. Mais vous ne pouvez pas conserver un gouvernement avec 39 ou je ne sais pas combien, 38 ministres, des cabinets pléthoriques, enfin tout ce qu'on avait promis de changer. Troisième question, la règle électorale. Il n'est pas possible, vous avez vu les résultats, vous avez 3 courants principaux qui depuis une décennie animent la vie du pays. Et ils ne sont pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec tous, mais regardons. L'extrême droite, le Front National, l'extrême gauche et le centre. Ces 3 courants, lors des dernières élections présidentielles, ont fait 40% des voix chaque fois, ensemble. Ils n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Vous trouvez ça juste? Eh bien, je dis qu'il n'y a aucune raison que la loi organise en France des sous-citoyens. Donc, pour vous... Je ne suis pas, moi, qui suis du centre, ou d'autres qui font d'autres choix, ne sont pas moins citoyens que le Parti Socialiste et l'UMP. Et même entre nous, ils le sont un peu plus parce qu'ils ont beaucoup plus de voix par représentant que ceux-là n'en ont aujourd'hui. François Bayrou, sur cette question, c'est très clair, mais néanmoins, je vous pose quand même une question supplémentaire. Pour vous, ce référendum serait la seule condition aujourd'hui pour que le chef de l'État soit relégitimé par les Français? Je ne dis pas que c'est la seule. C'est la condition. Je ne dis pas que c'est la seule, mais si on ne fait pas la moralisation de la vie publique et la mise en action de toutes les forces du pays pour soutenir les producteurs, l'action de les artisans, les entreprises, les PME, les chercheurs, les innovateurs. Si vous ne faites pas ces 2 choses-là, les 2 conditions, on les a organisation du pays pour livrer la guerre et moralisation de la vie publique, en tout cas, vous ne risquez pas de réussir. D'accord. Et pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale? Certains l'évoquent. Parce que dissoudre l'Assemblée nationale sans avoir changé la règle du jeu, ça ne sert à rien. Vous en avez parlé avec François Hollande? Oui. Vous avez des échanges avec lui? Oui, le dernier remonte quand? Il y a quelques mois? Il y a quelques semaines. Quelques semaines maintenant. Voilà. Et alors, il est ouvert à ce que vous lui proposez? Bon, j'ai l'impression qu'il voit bien l'enjeu. Après, il y a une grande question, c'est est-ce qu'il franchit le pas? Est-ce qu'il a l'audace de le faire? Et ceci, on verra dans quelques jours. Je voudrais vous soumettre la couverture de l'Express cette semaine, qui montre François Hollande qui serre les dents avec le titre « La débâcle ». Est-ce que nous en sommes là, selon vous? En tout cas, on est en situation de décomposition politique très importante, oui. On est en situation... La débâcle, vous savez, c'est quand les glaces se fracturent. Hein, c'est généralement au printemps, d'ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on en soit là, mais on est dans un moment où le peuple en arrive à un tel degré d'interrogation, de doute et même de perte de confiance que les responsables politiques devraient s'en inquiéter. Et quand Marine Le Pen voit le Front National en centre, excusez-moi, François Bayrou, en centre de gravité de la vie politique aujourd'hui, est-ce qu'elle finit par dire vrai? Eh bien, j'ai dit dans ce livre que je ne savais pas si on pourrait éviter une poussée extrémiste. C'est la première fois de ma vie que je le pense ou que je le dis. Toute ma vie, je me suis battu contre ce risque. Cette fois-ci, le risque existe vraiment, mais il faut avoir une chose en tête. Si les extrêmes réussissaient à l'emporter,
vous aurez un accident grave pour le pays. Un chaos, une décomposition qui sera infiniment dommageable et dangereuse pour les plus fragiles du pays. Parce que chaque fois que vous avez une décomposition, c'est les plus fragiles qui trinquent. Et donc, je vois bien que le risque, il n'est pas seulement dans brandir des attitudes et des mots qui sont excessifs. Le risque, il est dans les solutions proposées qui ne peuvent nous conduire qu'à de graves accidents. D'accord. Alors, on va voir quel rôle vous pourriez jouer. Alors déjà, vous vous adressez au chef de l'État, vous l'avez dit, dans les semaines et mois qui viennent, pour conjurer ce risque, évidemment.